Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est notre avant-dernière émission Oui. de la saison et tu nous fais un peu un résumé de ce qui est pour toi le grand thème de l'année, celui qui aura probablement marqué le plus les ménages. Oui, et j'ai appelé ça la crise du coût de la vie parce que je pense que ça résume bien. La crise du coût de la vie, c'est la crise du logement, la pénurie de logement, la surenchère par rapport à la fois au loyer, par rapport à l'accessibilité aussi à des propriétés. On l'a vu qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ont fait des offres sur des offres et ça en a pris 18 avant qu'ils arrivent finalement à avoir une propriété à un coût beaucoup plus important que ce qu'il y aurait espéré parce qu'on le sait, tout a augmenté. Et aussi, crise du logement. Et l'autre bout important de cette crise du coût de la vie, c'est l'inflation alimentaire. Puis j'ai envie de commencer... Mais c'est drôle parce que c'est 2022. Officiellement, l'année de l'inflation, c'est 2022. Là. Mais je pense c'est les taux qui ont monté à 6, 7, 8%. Ouais. Mais c'est comme si c'est vraiment en 2023, comme on dit en québécois, que ça a fessé. Là. Oui. Tu sais, que ça rentrait dans les ménages vraiment. Les taux d'intérêt avaient augmenté. Les logements se sont renouvelés plus chers. T'as raison. Et j'aurais envie de dire à ça ce que je t'ai plusieurs fois amené ici en chronique au cours des derniers mois, c'est qu'à mon avis, la politique monétaire de la Banque du Canada a été extrêmement sévère. Et d'ailleurs, ce matin, tu vois, j'animais justement une conférence économique sur l'immobilier qui était organisée par l'Association des courtiers immobiliers du Québec pour essayer de voir un bilan 23 et qu'est-ce qui s'en vient en 24. Et il y avait plusieurs économistes de la SCHL, il y avait même l'économiste en chef de la Banque nationale qui lui-même disait que la Banque du Canada a été de toutes les banques mondiale, si tu veux, celle qui a eu la politique la plus rigide, la plus sévère du G7, de toutes les banques. Je parle du G7. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ouais, parce que Donc, par rapport aux États-Unis, on a fait presque la même chose. On a imité les États-Unis mais toujours. C'est ça qui est malheureux. Mais ici, ça s'est fait alors que le marché canadien n'était pas en même posture que le marché américain. Donc, à ce moment-là, tu deviens à te trouver à avoir un... Tu sais, je t'ai souvent dit, à un moment donné, je faisais l'analogie avec le médicament qui te rend malade. Et j'ai eu l'impression, moi, puis c'est pas juste une impression, moi je suis contente quand des économistes comme celui-là le confirment. Mathieu Arsenault le disait ce matin, ça a été vraiment, et même d'autres acteurs le disaient, les 3 dernières hausses, mais surtout la dernière, n'était pas forcément justifiée. Moi, je pense qu'elle ne l'était pas du tout. Et autre point intéressant, ils évaluent qu'il y aura une première baisse de taux autour d'avril 2024. Alors ça, c'est la boule de cristal de l'économiste de la Banque nationale. Il y a vraiment 2 écoles. Oui, Moi, je suis un économiste américain. Il y en a quelques-uns qui sont... Lui, il dit l'automne? Ils disent l'été. Non, moi, un que je suis beaucoup, il dit la même chose que ça. Il dit, non, ça se rendra pas à l'été, là, ça va devenir évident. Mars-avril, ça va devenir évident. Ouais. Puis d'autres plus prudents disent non, attends, ça va arriver à l'été. Oui. Puis encore mais là. on n'est pas loin, je veux dire, l'été. Mars-avril, juin, juillet. Oui, mais ça fait une différence sur les marchés, par exemple. Puis ça fait une différence sur le monde, là, tu sais, parce que si tu veux t'acheter une propriété, par exemple, tu magasines au printemps, c'est un beau moment pour magasiner des logements. En même temps, ils baisseront pas à la vitesse qu'ils ont monté. Ça va baisser. Écoute, à un quart de point à tous les 2-3 mois, là, ça va baisser lentement. Là. Parce que là, ça a monté en fou, mais ça va baisser plus lentement. Et malheureusement, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cette baisse-là va s'échelonner probablement sur 2 ans. Puis il y en a même qui disent que... Les experts disent qu'on aurait 3 baisses durant l'année, mettons. Ça fait 3 fois un quart de point, fait que ça baisserait de 3 quarts de point. Fait qu'on passerait de 5 à 4,25. Ce qui est bien. De taux directeur, là, pas de taux pas pour votre hypothèque, à vous. Ça fait que tu rajoutes un plus 1, quelque chose, plus 2 au moins, Puis après, il y a toutes les conditions, tu sais, il y avait l'économiste de la SCHL aussi qui était là, puis qui parlait du marché, puis c'est vraiment intéressant parce que en conclusion de tout ça, pour le Québec, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que le Québec, selon les données, entre autres, de la SCHL, a mieux fait que le reste du Canada en matière de logement et d'immobilier. Évidemment, en matière de construction, puis on l'a vu beaucoup. Terrible. Ça, c'est terrible. Mais Mario, c'est terrible partout au Canada. Mais ici, c'est pire. C'est pire. Et écoute, il y avait un chiffre qui a été nommé, là. Il aurait fallu qu'on construise 600 000 logements. On en fait 40 000 quand on est chanceux par année. Écoute, on a un déficit de logements, là,
Je sais pas comment on va y arriver. Il faudrait en faire beaucoup plus, mais là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en début d'année, là, ça prend des incitatifs financiers, ça prend des meilleures conditions. Il faut construire. C'est l'économiste de la SCHL qui disait qu'il faudrait qu'on construise plus vite. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine, le ministre de l'Habitation fédérale. Le catalogue, là, comme dans la... C'était comme son ouvrage vintage. Moi, sur le coup, j'ai trouvé ça amusant. Il nous montrait des beaux bungalows. Mais tu sais que les commentaires sont assez bons, hein? Des gens, c'est vrai? Ben moi, ma première réaction... Ou des architectes, ou des... Non, au contraire, les architectes, c'est mauvais pour eux. Ben oui, c'est ça. Donc, vas-y. Mais non, mais moi, je trouvais ça pas ridicule. Je me disais, c'est-tu vraiment... moi, j'ai trouvé ça pathétique un sur problème le coup. Ben, je regarde à travers le Canada, au Québec, autour de moi, c'est bien des gens qui accueillent ça favorablement. Qui disent, on est rendu là, des maisons toutes pareilles, puis vite construites, préapprouvées par la municipalité, bing bang, tu fais des matériaux en série. Là, t'as dit beaucoup de choses dans cette phrase-là, par exemple. Oui, mais c'est ça le concept du catalogue. C'est que t'as des maisons comme préapprouvées, des matériaux préparés d'avance, des préfabriqués. Mais celles-là, on les a faites, fait qu'on a juste à les refaire. Fait que check, là, le plan, il est déjà fait, il y a 50 ans. Non, mais quand même, on est dans le... C'est hashtag nostalgie, là. C'est comme... On faisait ça mieux dans le bon vieux temps. Mais un peu hashtag soviétique aussi, là. Oui, ben... Tu fais un quartier avec des petites maisons toutes identiques. Ben, tu sais, c'est ça. Pour vous donner une idée, c'est les quartiers ouvriers ou même... ça peut ressembler même à une base militaire. Il y en a dans toutes les villes. Il y en a dans toutes les villes industrielles. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais bon, mais tu sais, 50 ans plus tard, moi, j'ai un ami qui vit dans Villeray, là, dans le quartier où il y avait ça à Montréal. Ouais. Bah, tu sais, aujourd'hui, les maisons, tout le monde a rénové, tout le monde a fait sa petite cuisine d'été ou son petit ajout, puis c'est décoré, tu sais, ça n'a pas resté tout pareil. Mais si tu le fais à la suédoise ou à la norvégienne, c'est très minimaliste, là, tant que tu fais pas des peintes de lait, là, mais tu fais ça minimaliste avec des matériaux, tu sais, c'est slick, là, ça peut être beau. Il peut y avoir un petit côté moderne à ça, mais je trouvais que c'était quand même... j'ai trouvé ça amusant sur le coup, mais ça fait partie... Ce qui est important, puis tu l'as dit, c'est construire vite, pas prendre 2-3 ans à décider de quel genre de toit tu veux mettre sur tes immeubles. Puis aussi, la densification permet de construire de construire plus vite, mais aussi de loger plus de gens. Alors, la densification, ça, c'est un élément aussi qu'il va falloir considérer l'année prochaine, dès les plans. Bien, l'année prochaine, on y est, là. Et aussi, tu as parlé de réglementation. Je te dis, c'était une phrase loadée. Tu avais trois gros enjeux dans la même phrase. Non, mais ça, c'est les villes, là. Et là, c'est la réglementation parce que, tu sais, on rappelait, entre autres, qu'il y a des villes où tu peux pas faire ça là, parce que c'est pas zoné comme il faut, là, t'as pas le droit de ça, ou là, t'es dans un quartier X, puis c'est correct qu'il y ait des règles aussi. Tu sais, moi, je suis pas pour une complètement... Non, mais c'est quand il y en a tellement que ça devient la raison pourquoi il se construit plus rien, là. Oui, exactement. Il y a un moment donné, il faut accélérer, il faut pas retarder le groupe pour rien, faut pas faire preuve d'un fonctionnalisme à outrance parce que ça nuit à tout le monde. Mais il y a quand même, tu sais, ce désir d'être propriétaire est toujours très, très vivant parce qu'il y avait un sondage, entre autres, Christian Bourque de Léger Marketing avec le journal. On fait un sondage, puis ce qui ressortait, c'est que les gens veulent être propriétaires. Et même si au Québec, comparativement à l'Ontario ou à BC, on est un peu plus locataire, ce rêve d'avoir sa propriété, son toit à soi, c'est encore très, très, très vibrant. Fait que, tu sais, c'est dans le fond, le message aux gens, puis je pense que les gens le sont bien conscients de ça, c'est d'économiser le plus possible pour éventuellement mettre de l'argent de côté. Si t'as pas ton logement, si t'as pas acheté un condo, ça serait peut-être une bonne chose de le faire. T'sais. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, baby boomers et tout, qui vont, ce qu'on appelle le downsizing, là, qui vont probablement vendre leur maison, parce que le problème, c'est l'offre. Il n'y a pas d'offre. Tu sais, les gens qui disent « Ah, ça va baisser, ça va baisser ». Ça baissera pas. Non, pas vraiment, non. Il n'y a pas de logement, je viens de te l'expliquer. Il n'y a pas d'offre. Et même s'il y a des gens qui vont, comme peut-être certains baby-boomers, pour aller dans des résidences pour personnes âgées, des résidences privées, ou aller dans plus petits condos, vont vendre leur maison de banlieue, c'est pas tant que ça. Non. C'est pas assez pour générer une nouvelle offre et faire baisser les prix. Puis dans le cas des logements, ce que je comprends, c'est que il y a des couples, mettons, je sais pas, un couple de 30 ans, revenus, les deux ensemble gagnent, je sais pas, 160 000. Tu vas avoir pris le même couple, avec les mêmes revenus, tu les remettrais il y a 10 ans,
Ils achèteraient un condo. Ils auraient les moyens d'acheter. Complètement. Mais là, maintenant, ils n'ont pas les moyens d'acheter. Non. Parce que acheter ou faire construire, puis acheter quelque chose, c'est aussi libérer son logement. Exactement. C'est libérer un logement, c'est libérer un 3,5, un 4,5, un 5,5 et le rendre disponible pour d'autres. Mais là, l'incapacité de jeunes ménages d'acheter dans le marché actuel fait qu'ils ne libèrent pas leur logement. Il y a comme tout quelque chose qui est bloqué là, dans un cycle. Oui, puis on l'a vu, il y a eu une série de reportages dans les journaux ces jours-ci où on voyait qu'il y avait encore, ça a été un gros sujet déjà depuis 2 ans, c'est les rénovictions qui continuent. Puis là, de ce que je comprends, on fait même plus semblant de faire des rénos. Là, on fait juste évincer les gens qui sont les plus démunis, les plus faibles, c'est-à-dire qui ont moins peut-être d'outils pour dire, ben là, non, ça, c'est pas légal, vous pouvez pas me sortir. Il y a des gens qui se font donner de l'argent. Puis c'est sûr que quand tu es sur le bien-être social ou que tu viens de perdre ton emploi ou tu sais pas, ou que tu n'as pas beaucoup d'argent, ton propriétaire t'a fait une offre, il dit, regarde, je te le donne 1000 $, là, puis signe-moi ça, puis ça veut dire que tu t'en vas à la fin du mois. La personne est bien contente d'avoir 1000 $, mais ce 1000 $-là, c'est pas rentable comme décision. Elle est rentable juste pour le propriétaire. En même temps, moi, j'entends beaucoup toujours... On a beaucoup fini l'année, je trouve, avec les mauvais propriétaires qui abusent et tout. Puis je veux juste nuancer pour rappeler que ceux qui abusent, c'est beaucoup des grands consortiums de propriétaires immobiliers. Et non pas le petit propriétaire qui, lui aussi, a de la misère à la payer, son hypothèque. Lui, le loyer du propriétaire, là, c'est l'hypothèque. Le propriétaire, là, c'est pas courant. Là, c'est à peu près 25-30 % des gens qui ont leur maison de payer. Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie des gens dont la maison ou le logement n'est pas payé. Fait que ça veut dire ça que lui, à la fin du mois, il faut qu'il paye. Si son locataire ne le paie pas, bien, il y a un déficit, hein? Et ça, c'est dommage. Puis un petit peu d'alimentation quand même, parce que ce qui est ressorti en fin d'année comme ça, ce qui ressort, c'est qu'il y a véritablement un effet Dollarama sur l'alimentaire. Et on termine l'année aussi avec le gouvernement fédéral qui dit, il faudrait qu'il y ait un code de conduite. Tu as vu ça? Qui insiste, là, parce qu'il y a deux joueurs qui veulent pas... Les autres ont accepté d'être signés. Il y a Walmart et il y a Loblaws. Deux qui refusent complètement, mais... Deux qui ont fait... Écoute, des affaires en or encore cette année. Mais Sylvain Charlebois me disait ce matin, l'expert en alimentation de l'Université de Dalhousie, que ces deux-là sont tellement gros, tellement puissants dans le marché Non, mais ils sont assez forts pour rendre le code de conduite inutile. Là. Ouais. Parce que c'est comme si tu avais le code de la route, mais que, je veux dire, la moitié des conducteurs ou des plus gros joueurs le respectent pas, il vaut plus rien. Il t'a sans doute rappelé que le marché alimentaire au Canada, c'est un oligopole. C'est un oligopole. Il y a à peu près 6 grosses marques de supermarchés, 6 gros joueurs. Mais c'est beaucoup 6 quand même. C'est un gros... On est dans un semblant de concurrence. Oui, tu dis c'est beaucoup parce que tu dis, ils sont 6, fait que c'est dont quand même beaucoup. Dont 2 Américains qui sont pas en collusion avec personne, là. Non, mais c'est pas... Ouais, mais quand même. Là, Walmart puis Costco, là, ça donne pas sa place. Non, Costco, je le mettrais à part. C'est des conditions différentes parce que Costco prend beaucoup moins de marge. Costco n'a pas le même rapport avec ses fournisseurs. D'ailleurs... Ouais, Costco a moins de marge. Costco imprime l'argent. Ah non, mais... Ils font beaucoup d'argent parce qu'ils ont... Mais je veux dire, c'est pas le même... C'est un autre modèle, c'est ça que je veux dire. C'est un autre modèle économique, c'est un autre modèle de mise en marché. Ils vont prendre une... Tu sais, il faut savoir aussi que la marge que prend l'épicerie sur son fournisseur, c'est 40 à 50 %. Toi, tu veux vendre quelque chose à Métro, OK? Bien, tu as un produit, là. Tu dis, moi, je vais vous vendre du ketchup... Marie-Claude a fait une batch de ketchup aux tomates, là. Ben bon, elle veut le vendre à Métro, là. Puis le ketchup à Mario, tu sais, va voir Métro, ils vont dire, moi, je vais faire, toi, tu vas le vendre, mettons, 2 $. Tu vas le vendre à Métro 2 $. Eux, ils vont le vendre peut-être le double, ou en tout cas, ils veulent se prendre une marge de 40 à 50 %. Alors, quand on dit c'est des marges de 3 à 4 %, c'est pas la même marge dont on parle ici. Là. C'est complètement la dernière. Non, c'est la marge bénéficiaire. Exact. Fait que, bref, c'est compliqué. Puis ce qu'on oublie aussi, c'est que les fournisseurs, ils payent pour avoir leurs produits, ces étagères. Là. C'est pour ça que tu as des produits qui sont mieux placés que d'autres. Tu as des produits qui sont en bout de tablette. Chez Costco, c'est pas du tout ça. C'est un grand entrepôt, c'est autre chose. Ils prennent 17 à 20 % de marge. En tout cas, il y a 3 ans, c'était ça. C'est pas du tout la même chose. Mais tu dois passer par 175 points de qualité contrôle. Les gens qui vont chez Costco savent que
Puis à tout c'est moment, de la qualité. Puis à tout mais moment, ils peuvent tirer la plug n'importe tirer la plug, veut dire, regarde, tes ailes de poulet, on les achète plus. On a trouvé un meilleur fournisseur. Et ils te demandent d'innover. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Fait que si t'es pas capable de suivre, ils te sortent. Mais tu sais, tu peux te faire sortir partout, là. C'est ça, là. C'est quand même quelque chose, cette industrie-là. Mais l'effet Dollarama, c'est que finalement, puis j'ai regardé ça aujourd'hui, écoute, Dollarama, c'est M. Rossi qui parlait des états financiers. Ils ont fait beaucoup d'argent. Écoute, une augmentation de 10-11% de chiffre d'affaires, c'est énorme. Et c'est là où je fais une petite aparté, mais c'est là où la bourse, moi, des fois, ça me fait sourire. Parce que même si Dollarama a des super bons résultats, parce qu'ils sont très conservateurs sur les prévisions 24, l'action a perdu 1,9%. Je veux dire. Oui, parce que les pronostics, mais c'est parce que faut dire l'action avait monté de combien? Dans la dernière année, elle avait dû monter de 15-20%. Moi, tu me donnes des actions de Dollarama, je suis bien contente. Comme cadeau de Noël. Je les prends tellement. Merci, Isabelle. Ben oui. Aujourd'hui, c'était une bonne journée pour en acheter. Ouais, voilà. Bye. Bon, bye! Vous venez de vous connecter